Bien, aujourd'hui, on va parler de météorologie de l'espace. Alors, météorologie de l'espace, on verra que ça n'a rien à voir avec la météorologie spatiale, mais c'est tout à fait normal parce qu'en fait, tout le monde se trompe. Et c'est un petit peu la particularité en France. Alors, avant de vous expliquer ce que c'est que la météorologie de l'espace, est-ce que ça vous parle déjà? Non. Oui. Les orages magnétiques du Soleil. Voilà, ça fait partie de ça. Alors, pour essayer de comprendre ça, on va chercher un point commun qu'il y a entre un panneau solaire endommagé, ça c'est un panneau solaire avec un flash électrique, il a été foudroyé entre guillemets, mais c'est dans l'espace. C'est un panneau solaire qui a été photographié dans l'espace. Donc un panneau solaire qui tombe en croix, c'est pas terrible pour alimenter un satellite. Un transformateur d'électricité complètement détruit. C'est le transformateur qui était au Canada. Donc plus d'électricité. Des belles choses qu'on a vues l'année dernière, qu'on va encore revoir. Des belles aurores boréales. Des perturbations sur tout ce qui est communication, quel que soit, et surtout le plus important, la vie sur Terre. Alors je précise bien, on parle bien d'Icar. D'accord. Et Icar, c'est bien brûlé les ailes, avec justement ce qui nous intéresse aujourd'hui, le Soleil. Tout part du Soleil. Pas de Soleil, pas de vie. On ne pourrait pas être là pour discuter. Mais le Soleil nous apporte la vie, mais à côté de ça, on va se rendre compte qu'en fait, le Soleil, il faut bien l'étudier pour comprendre ce qui se passe. Donc c'est le sujet de ma conférence, météorologie de l'espace, du scientifique à l'opérationnel. Alors, je commence par une définition. Météorologie de l'espace est une science qui étudie le Soleil, le comportement, les relations qu'il a de le milieu interplanétaire, donc avec la Terre, et tous les impacts qu'il y a sur l'environnement spatial et les technologies. La météorologie spatiale est un terme qui est utilisé par Météo France pour dire, je fais simple, j'utilise un satellite pour observer la Terre et je fais de la météo depuis l'espace. Et donc, il existe un service de météorologie spatiale chez Météo France. C'est une particularité en France, parce que vous partez en Belgique, vous partez en Angleterre ou n'importe où, on parlera de météorologie spatiale. Et pas en France, on parlera de météorologie de l'espace. C'est juste que le terme en anglais, c'est space weather. Donc forcément, on a vite fait de faire la traduction météorologie spatiale. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir un petit peu ce que c'est que le Soleil. Je vous rassure, on ne va pas juste le décrire, on ne rentre pas dans le détail, on n'est pas là pour faire de la physique solaire. On va discuter un petit peu de la Terre, des relations qu'il y a entre le Soleil et la Terre, et ensuite, on finira par les différents impacts qu'il y a au niveau environnement spatial et au niveau terrestre. Donc le Soleil, j'espère que je ne vous l'apprends pas, c'est une étoile. Parce que là, tout le monde est d'accord là-dessus. Cela étant, il y a encore des gens qui font la confusion. Donc, bon. Donc notre Soleil, il nettoie tout ce qui est le plus banal en fait, âgé d'à peu près 4,5 milliards d'années, un tout petit peu plus. Particularité, c'est qu'il y a sur notre Soleil une vitesse différentielle. En fait, au niveau de l'équateur, ça tourne beaucoup plus vite qu'au niveau des pôles. Ce qui prouve que notre Soleil n'est pas solide, mais bien gazeux. Une température au centre de environ 15 millions de degrés, une température qu'il faut justement pour pouvoir produire de l'énergie par fusion nucléaire. Et à la surface, on se retrouve aux alentours de 5800 Kelvin, donc on va dire 6000 degrés Celsius. Voilà. Une taille modeste, encore une fois, le Soleil n'est pas grosse, n'est pas petite, même si elle fait un peu moins de 2 400 000 km, ça nous fera la Terre. C'est plutôt ce qui est le plus standard. Avec une distance moyenne de 150 millions de kilomètres, soit une vitesse astronomique. Distance moyenne contre la Terre. C'est ça, tout à fait. Chose qui est assez intéressante maintenant, c'est ça, c'est qu'en fait, notre Soleil, à une seconde de temps, il est capable de pouvoir libérer de l'énergie qui puisse couvrir l'Europe pendant plus de 10 millions d'années. Alors, si vous connaissez une centrale nucléaire sur Terre qui fait ça, vous me le dites de suite, là, parce que là, on aura gagné le jackpot, là, de manière de production.
Voilà. Et encore une fois, le Soleil est petit, enfin modeste, je veux dire. Donc on peut bien s'imaginer la pollution sur de grosses étoiles. Alors qu'est-ce que c'est que le Soleil? Ben, le Soleil, en fait, il est composé de plusieurs couches. Donc on va regarder les couches internes et puis après on verra les différentes atmosphères. La première couche, c'est le noyau. Alors, le noyau, au cœur, en fait, on a une concentration tellement forte et où à 15 millions de degrés, justement, on va produire de l'énergie. Donc par fusion nucléaire, on va transformer notre hydrogène en hélium et ça va produire une forte énergie. Avec une concentration, une densité tellement forte, on est à 150 grammes par centimètre cube. Pour ceux qui voient à peu près la taille de la place de la Concorde, à Paris, on la prend, on la comprime et on la réduit à la taille d'une cuillère à café. Voilà, ça donne une petite idée en fait de la densité. C'est quelque chose qui est assez fort. Et ça représente 60% de la masse. Petit noyau, mais très lourd. Au-dessus, une fois que notre énergie, ben, il faut qu'elle parte, hein. Il produit, il faut que ça aille. L'énergie qui va en sortir, elles sont très fortes. On va en sortir en fait une énergie beaucoup plus faible au fur et à mesure. On va faire simple, on va appeler ça du photon. Voilà, pour prendre tout le détail. On a du photon qui va sortir de notre noyau, qui va traverser une première zone, qu'on appelle la zone radiative. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un milieu qui est très dense, très chaud aussi, donc vraiment considéré comme solide. Tellement dense en fait que le transport de l'énergie va se faire de manière radiative. C'est-à-dire qu'il y a dedans, on a plein d'atomes qui n'arrêtent pas de se faire bombarder par des photons en fait, qui vont les taper dans un atome, qui va libérer de l'énergie, cette énergie va taper notre atome, etc. Donc il y a un transport qui se fait par émission, absorption en permanence, et ce de manière dans tous les sens, puisque pour traverser tout ce milieu-là, il va falloir plus de millions d'années. Et pas de manière linéaire, mais un petit peu dans tous les sens. Donc on peut s'imaginer notre photon complètement ivre, il va lui marcher droit, ben, il va marcher un petit peu dans tous les sens, il va zigzaguer, il va taper le lampadaire, il va taper le chien, etc. Mais bon, il mettra 1 million d'années pour sortir de ce milieu-là. Après ce sport, parce que là, il faut y aller, il faut taper fort, et au fur et à mesure, ben, notre énergie va diminuer, au fur et à mesure, mais suffisamment forte pour en sortir, elle va arriver dans une autre zone, la zone convective, qui elle, par contre, est beaucoup plus souple. Ici, on peut considérer qu'on est sur du dur, vraiment du dur, là, on est sur du gaz, du visqueux, voilà, c'est beaucoup plus souple. Et ce milieu-là, en fait, est beaucoup moins dense. Le transport va se faire par phénomène convectif, d'où ce nom de zone convective. Le système convectif, en fait, c'est un petit peu ce qu'il a, hein. On fait bouillir de l'eau, et quand on arrive à l'ébullition, comme son nom l'indique, ça fait des bulles, donc ça brasse, ça fait des montées et des descentes en convection, et en fait, ces remontées-là va faire sortir, va faire ressurgir en fait la matière, donc l'énergie. Et là, c'est un petit peu quand on regarde justement l'eau qui bout, quand on regarde dessus, qu'est-ce qu'on voit? Il y a le bouillonnement, et puis on voit de la vapeur d'eau. À part que cette vapeur d'eau-là, on pourrait dire que c'est directement de l'énergie qui sort. Le transport du temps, là, le transport de l'énergie, par contre, mettra moins de temps, puisqu'il mettra à peu près 2 mois pour en sortir. À peu près. Entre les deux, ici, il existe en fait une zone de transition qu'on appelle la tachocline. Et la tachocline, en fait, c'est un milieu qui a été découvert par un Français, entre autres, qui s'appelle Jean-Paul Zahn, et qui a déterminé que ici c'était du dur, ici c'était du souple, et en fait on a la zone convective qui va frotter autour de la zone radiative. Et ce système de frottement, c'est l'équivalent du rotor stator. Le rotor stator, en fait, on produit de l'énergie par, on fait tourner en fait, le stator autour d'un rotor qui va produire du courant électrique. Et là, en fait, ça va produire principalement un courant magnétique. Donc, l'origine du magnétisme solaire serait issue de cet endroit-là. Et le magnétisme solaire, c'est quelque chose encore qui est très mal connu, même si le Soleil est très proche, c'est quelque chose qui est très mal connu. Et on va vite à, vous allez souvent entendre parler, le magnétisme, il est partout. Il est ici, il est au-dessus, et il est de la milieu interplanétaire. Il est partout. Notre énergie, notre photon, en fait, va maintenant traverser, va devoir sortir de ce milieu-là, et il va passer par la première atmosphère. Cette première atmosphère s'appelle la photosphère, ou sphère de lumière.
C'est là où on va voir apparaître en fait les 89% de la lumière du soleil. Quand on observe le soleil directement, bien sûr on se protège les yeux. On a 99% de la lumière qui vient de cette lumière. C'est ce fameux photon qui, après son périple de plus d'1 million d'années, a pu sortir. Et lorsqu'il est à la surface là, le temps pour arriver chez nous, il mettra 8 minutes. On est donc ici à la surface du Soleil, on est autour des 5800 Kelvin. Et là, on retrouve principalement cet effet de rotation différentielle. On verra après son importance. Donc l'épaisseur, c'est à peu près donc, 600 km. Qu'est-ce qu'on voit au-dessus? Eh bien, surtout en ce moment, puisqu'on est au maximum du cycle 25, on voit apparaître des taches solaires. Et qu'est-ce que c'est que les taches solaires? C'est ni plus ni moins que la manifestation du champ magnétique qui sort du Soleil. Donc, ça fait des trous. Des trous qui sont couleur noire, avec une température de 4500 Kelvin. Donc, on a un contraste thermique assez important, hein, parce qu'on est à 5800 à la surface, et là, on est en dessous, ça fait du noir. Mais dans la réalité, si on prend notre tache solaire et qu'on le met à côté de la pleine lune, et on sait très bien que la pleine lune, c'est un même assez fort, eh bien notre tache solaire sera beaucoup plus brillante. Donc le contraste thermique, il est lié justement au fait que le tube magnétique, il est beaucoup plus froid. Et il sort. Et en sortant, en fait, il va commencer maintenant après à naviguer un petit peu partout, puisque qu'est-ce qu'on voit autour ici, ce qu'on a ici, hein, on a une forme de granulation. Donc en dessous, on avait des gros bouillons, et à la surface, on a vu du petit bouillonnement. En fait, on a des petites bulles, en fait. Bon, la petite bulle fait quand même 1000 km, la taille de la France, avec une durée de vie de 10 minutes à peu près, et qui va permettre justement un brassage et la sortie de la lumière. Et dans ces milieux-là, justement, on a aussi la navigation du champ magnétique. Encore une fois, on retrouve le champ magnétique. Au-dessus de ça, on va avoir la seconde zone, qu'on appelle la chromosphère, ou sphère de couleur. Pourquoi? Parce qu'elle est fortement ionisée en H-alpha. Cette zone-là est tellement ténue qu'en fait, à l'œil nu directement, on ne peut pas l'observer. Donc il faut utiliser des filtres pour pouvoir l'observer. Cette zone, cette atmosphère, en fait, on voit qu'on a une température qui va monter jusqu'à 10 000 Kelvin. Donc déjà, on s'éloigne du Soleil et la température augmente. En règle générale, quand on est à côté du radiateur, quand on s'éloigne, on se refroidit. Là, on se refroidit, et puis bizarrement, c'est en train de remonter. Et ce, sur une épaisseur à peu près de 10 000 km. Pourquoi? Des grandes questions sont là-dessus. Qu'est-ce qu'on voit apparaître au niveau de la chromosphère? Des manifestations assez importantes, à savoir des protubérances et des filaments. Protubérance, filament, ça vous parle? C'est quoi la différence? Aucune. C'est juste à quel endroit ils sont placés par rapport au disque du Soleil. Il n'y a aucune différence. Quand on observe sur le limbe, on appelle ça des protubérances. Ce qu'on observe sur le Soleil, ça s'appelle des filaments. C'est exactement la même chose. C'est la structure de matière qui est en suspension au-dessus de la chromosphère, en fait, et qui est enveloppée directement dans le bulle magnétique. La hauteur, c'est aux alentours des 20 000 à 120 000 km. Donc on met la Terre à côté, on est tout petit. Et enfin, dernière atmosphère, c'est la couronne. La couronne qui est un milieu encore beaucoup plus ténu. Et la particularité, c'est qu'en fait, on monte à une température de plus de 2000 Kelvin. Donc, pas beaucoup de matière, mais extrêmement chaude. Et qui va s'expandre dans le milieu interplanétaire jusqu'à peu près 5000 unités astronomiques. Donc, on est bien au-delà de Pluton. Ça va très très loin. Les températures, voilà. Pourquoi? Beaucoup de recherches là-dessus. L'une des premières idées, c'était peut-être un phénomène acoustique, parce que le Soleil vibre. Il crée un son, en fait. On sait que la vibration, l'acoustique, en fait, peut créer de la chaleur. Effectivement, à une échelle très réduite, on peut avoir ce genre de température qui pourrait s'élever, mais qui ne justifie pas vraiment la haute température à 2 millions de Kelvin. L'autre explication possible, ça reste encore un peu des théories, c'est des micro-perturbations, enfin des micro-éruptions, en fait,
qui réchaufferait la basse couronne et qui augmenterait la température au-dessus. Mais ça ne reste que des suppositions. Et enfin, dernière grande atmosphère, la très grosse enveloppe, qu'on appelle l'héliosphère, qui va s'expandre jusqu'à peu près 150 unités astronomiques. C'est le vent solaire, en fait, on verra après, qui va pousser toutes ces particules jusque là, et va nous créer en fait une protection, une enveloppe de protection, et qui va nous protéger, comme l'animation le montre, des agressions des rayons cosmiques. Les rayons cosmiques, ce n'est pas la science-fiction, ça existe réellement. Ça a des énergies très élevées, ça vient de l'explosion de vieilles étoiles, donc c'est très élevé, et qui vont se protéger, bombarder, ça va partir dans tous les sens, et une partie de ces particules vont malgré tout pouvoir pénétrer dans cette enveloppe, et on va vite s'en rendre compte, puisque lorsqu'on va observer la Terre... C'est la Terre qu'on voit? Non, du tout. Le Soleil est ici, et là c'est le système solaire. Et là en fait c'est l'enveloppe du vent solaire qui pousse. D'accord. Donc la Terre elle est quelque part là-dedans, on ne la voit pas. Ok. On a des sondes qui sont parties très loin. Voyageur 1, Voyageur 2, notamment Voyageur 2 en fait, qui est parti très loin, qui maintenant on sait a dépassé la limite de l'héliosphère. Et il était capable de pouvoir enregistrer du son. Le Soleil, comme je vous dis, produit du son. Et là, je vais vous faire écouter le vent solaire. Oui. Une question. Sur votre animation, là, à quoi correspond la pulsation là, qu'on voit là, se faire si le Soleil et le système solaire est au centre, à quoi correspond l'association par rapport au milieu extérieur? Ici, là, ce qui Oui. se produit ici, c'est le vent stellaire. D'accord, merci. Voilà. Mais pourquoi ça grossit et ça diminue en fait? Et la Parce qu'en fait, pulsation il y a correspond des à... pulsations parce qu'en fait, le vent stellaire, c'est pareil, il a ses propres vitesses Mhm. qui sont variables, en fait. Lorsqu'il y a une explosion d'étoiles, c'est à l'échelle cosmique, c'est le cas de dire, ça part très vite, très loin, et avec une certaine vitesse. Donc il y a des variations qui peuvent apparaître. C'est pas lié Voilà. éventuellement au cycle de nos enfants? Pas du tout, pas du tout. Ouais. Alors, effectivement, l'animation, là, elle est volontairement forcée. C'est juste pour montrer qu'il y a ça. On est bien d'accord qu'on n'a pas été réellement mesuré. D'accord là-dessus. Mais c'est juste pour une idée D'accord. qu'effectivement, on a une protection, et en fait, on a une bulle de protection qui réagit justement face au vent stellaire. Merci. Qu'est-ce qu'une unité astronomique? C'est l'unité qui est utilisée justement quand on fait les comparaisons de distance. Quand on reste à l'échelle planétaire, on est au kilomètre. Lorsqu'on est à l'échelle du système solaire, on va parler en unité astronomique. Parce que lorsqu'on est par exemple à 150 millions d'unités astronomiques, c'est 150 millions multiplié par 150 unités astronomiques, c'est 150 unités fois 150 millions du kilomètre. Ah, ça serait des- Donc pour éviter d'avoir des grands chiffres à rallonge, on réduit justement là-dessus. Voilà. Une unité égale 150 millions de kilomètres. La distance moyenne... Voilà, c'est une moyenne. Oui. D'accord, merci. Ça veut dire quoi son nom de l'espace? Le pardon. Le son. Le son. Oui, que le soleil fait de la musique. Ben, le son, là justement, j'allais l'expliquer. Le premier bruit qu'on entend, le premier son qu'on entend, c'est le vent solaire lui-même. Voilà. Et puis le second qui remonte là, c'est ni plus ni moins que l'arrivée d'une éruption solaire. Alors, vous pouvez me dire, c'est quoi cette histoire? Il n'y a pas de son dans l'espace. C'est ça. Il n'y a pas de son dans l'espace, c'est vrai. Mais on est capable de rendre audible en fait le déplacement de ces particules, puisqu'il y a une forme de compression, et on est capable de pouvoir le rendre audible. Voilà. Et dans la réalité, dans l'espace, effectivement, on est d'accord, il y a peu de son. Voilà. Des sons du soleil, il y en a plein. Hein. Là, on entend le vent solaire, il y a la possibilité d'entendre la vibration, le tempo que le soleil fait à sa surface, comme on peut aussi entendre les productions de sons qu'il fait au niveau de la Terre. Il y a plein de choses assez rigolotes pour écouter. Maintenant, notre soleil, ben, il vit. Il vit à un rythme bien précis. Et on s'est aperçu d'une chose, là, ça sont les images de Galilée.
parce qu'il a observé le soleil la première fois, il a orienté les lunettes vers le soleil, il s'est aperçu qu'en fait, il y avait des choses bizarres qui apparaissaient, des taches. C'est sûr qu'à l'époque, comprendre ce que c'est que les taches solaires, c'était pas évident. Donc il y a eu plein d'idées, mais bon, en fait, c'était un peu compliqué. Et en fait, un cycle solaire, ça montre que le soleil vit, tout simplement parce qu'en fait, sur des cycles particuliers de 11 ans, qui est une moyenne, puisque c'est entre 9 et 13 ans, on voit apparaître justement une tache solaire. C'est un petit peu ce qu'on vit en ce moment. On a un grand nombre de taches solaires qui apparaissent. Et donc ça, on a commencé à les observer, donc vous voyez, à partir de 1700 jusqu'à de nos jours. Donc là, le graphe est à jour, hein, il est du 1er mai. On a une zone grise et une zone bleutée. La zone grise, en fait, c'était des observations des taches solaires de manière aléatoire. Je faisais qui volait. Et à partir de 1950 environ, Jean-Dominique Cassini, qui était directeur de l'Observatoire de Paris, a décidé qu'il y allait avoir des observations systématiques des taches solaires pour comprendre en fait le phénomène. Et donc on a amélioré les techniques d'observation et on s'aperçoit que il y a des pics qui apparaissent, et surtout maintenant, avec l'amélioration des moyens d'observation, il y a des doubles pics qui apparaissent. Lorsqu'on arrive au maximum, on a des doubles pics. Pourquoi? Grande question. Et qui plus est, on s'est rendu compte d'une chose, c'est qu'en fait, lorsque un cycle solaire commence à apparaître, naît, donc on passe du minimum vers le maximum, les taches apparaissent aux alentours des plus 30 et moins 30 de latitude. Et au fur et à mesure du temps, lorsqu'on arrive au maximum, les taches glissent vers l'équateur. D'où ce diagramme là, qu'on appelle le diagramme papillon, indique justement, bon, ça s'est arrêté juste avant 2020, montre justement l'évolution des taches solaires. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, tous les 11 ans, notre Soleil va trouver de mieux que d'inverser ses polarités. Pôle nord passe au sud, sud passe au nord. Et ça, tous les 11 ans. Il y a un mécanisme, on ne rentrera pas dans les détails, qui s'appelle le modèle Pope-Poc, qui explique en fait pourquoi il y a cette inversion-là. Sur Terre, l'inversion des pôles existe. Mais elle ne se fait pas tous les 11 ans. Heureusement d'ailleurs. Là, on s'aperçoit qu'actuellement, notre pôle se dirige vers la Russie. Mais ça se fait à l'échelle de longue durée. Là, le Soleil, tous les 11 ans, il s'inverse. Tout simplement. Et une fois qu'il a fini son cycle de 11 ans, il refait 11 ans de plus. Et là, on est sur un cycle de 22 ans, qu'on appelle le cycle de Hall. En fait, il revient à ce point original. Tout simplement. Là, sans rentrer dans les détails, on s'aperçoit d'une chose, c'est qu'ici, on a des lignes qui commencent à se tortiller de plus en plus au niveau de l'équateur. Ce sont les lignes de champ magnétique, en fait, qui arrivent au niveau de l'équateur, vont s'entortiller rapidement, d'où, ce que je disais tout à l'heure, la présence d'une vitesse différentielle, on va plus vite, et donc, il va y avoir à ce moment-là de l'activité, et c'est ce qui va créer, en fait, des perturbations qui vont inverser la polarité du Soleil. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau du Soleil? Pas mal de phénomènes, et les principaux, c'est notamment ça. Ici, là, si vous regardez bien, ça a fait un grand flash. Ce grand flash, eh bien, c'est ce qu'on appelle un flair. Alors, un flair, c'est marqué ici. Dans le langage courant, on appelle ça des éruptions solaires. Dans la réalité, les anglo-saxons sont beaucoup plus précis. Beaucoup plus précis. Parce que quand on parle d'éruption solaire, c'est pouf, allez, il y a la grosse matière qui s'en va, c'est la grosse éruption qui part. Dans la réalité, il y a trois phénomènes. Il y a le flair, donc une libération énergétique de particules, très forte, très violente, qui peut être visuelle en X-ray, en UV ou en radio. Et ça peut être classifié justement. Donc ici, on a une vue faite par un graphe, par un satellite, et on a donc les graphes. Ce qui nous intéresse, c'est vraiment les courbes rouges. Et plus les courbes rouges sont très hautes, plus le phénomène est intense. Deuxième phénomène qu'on va rencontrer, c'est ce qu'on appelle les SEP, les événements à particules. Donc ce sont des protons en fait qui sont accélérés. Voilà. Donc on le voit comment? Juste en regardant cette animation-là. Là on a une image de saut, on a le coronagraphe là qui occulte notre Soleil. Ici on a de la matière qui part, et tout autour ici on a de la neige. Cette neige là, c'est ni plus ni moins que
que des particules, en fait, qui vont venir saturer les capteurs. Donc quand on a ça, c'est plus la peine d'observer, on ne voit plus rien. Quand on a ça, on sait qu'on a affaire justement à des protons qui sont partis rapidement. Et ces protons-là, en fait, on les connaît et on les voit principalement lorsqu'on a des flares extrêmes. Donc il faut vraiment des éruptions très fortes. Et ces particules mettront à peu près 40 minutes pour parvenir. Hop, pardon, je reviens en arrière. Avec un graphe aussi, notamment sur les GOES. Alors les GOES sont des satellites américains de météorologie climatologique, mais ils embarquent des capteurs qui leur permettent justement de pouvoir détecter, comme on l'a vu tout à l'heure, les graphes concernant les X-rays. Et ici on a les protons, donc on peut mesurer certaines énergies de protons. Et lorsque ça dépasse un certain seuil, il y a des alertes qui se produisent, parce que justement il y a des impacts qui vont se produire. Et enfin, on a ensuite, dernière partie, ce qu'on appelle les CME, de grosses éruptions de masse coronale, donc la matière qui va partir, et qui va se produire, en fait, on voit ici, là, un exemple ici, voilà. Donc c'est la matière qui part, donc du plasma, avec son propre champ magnétique. Donc, le champ magnétique, à ce moment-là, quitte le milieu ambiant du Soleil. Et ça se produit avec un phénomène qu'on appelle la reconvection magnétique. C'est un petit peu ce qui se produit ici. Lorsqu'on a deux lignes magnétiques qui sont opposés, plus c'est plus, on est d'accord, ça se repousse, moins c'est moins, ça se repousse, mais par contre si c'est inversé, ça s'attire. Et c'est exactement ce qui se produit là. Et lorsqu'il y a cette reconnexion magnétique, à ce moment-là, il y a un boucle qui se crée, il y a une rupture de filament et la matière s'en va. Et ça peut se faire à une vitesse variable aux alentours de 100 à 2000 km/s. Et pour mieux comprendre, on a une vidéo ici qui l'explique pas mal. Et bon, du coup, je vais partir par derrière, excusez-moi. Où là, en fait, on va schématiser l'arrivée d'une bulle magnétique, le flux magnétique, qui vient du dessous, hein, on l'a vu tout à l'heure, qui va percer la photosphère avec des taches solaires. Ces taches solaires, en fait, elles vont tourner sur elles-mêmes, et elles le fait tourner sur elles-mêmes, elles vont briller, elles vont créer justement ici une reconnexion. Donc là, on a un flair, et ici, une boucle qui part avec de la matière et son champ magnétique. C'est ce qu'on appelle une CME. C'est un phénomène qui est très violent et qui part dans tous les sens. Ça fait une grosse bulle. Alors, des choses curieuses, on peut en trouver aussi sur le Soleil. Là, on a par exemple des tourbillons à la surface du Soleil. Ça, c'est marrant. Mais on a aussi des tsunamis. Voilà. Donc, lorsqu'on a des gros événements éruptifs, on a des tsunamis, donc on a des ondulations qui se produisent à la surface du Soleil. La seule différence, c'est que les tsunamis solaires, les vagues, ce n'est pas nos vagues à nous sur Terre. On n'est pas à 100 mètres, là, on est bien, bien au-dessus. Puis la puissance, comme vous pouvez le voir, ça va très très loin. Et avec quoi ils ont avec quoi ils filment ça, avec quoi ils enregistrent ça, parce qu'on vient de voir l'animation, c'est une animation. Ça peut se voir justement lorsqu'on observe le Soleil. Alors c'est effectivement, je reviens en arrière, mais ça c'est une animation en fait vue d'artiste, ça. Ah oui, c'est ça, c'est ce que je disais. C'est l'artiste. Mais en revanche, en observant effectivement les éruptions solaires d'un certain moment, cette boucle-là, ce cercle-là, en expansion, on peut le voir. D'accord. Ça peut se vérifier, ça peut se valider, ça peut se voir principalement au niveau chromosphérique. Donc les ondulations, on le voit apparaître. On a aussi des serpents qui apparaissent sur le Soleil. Ben, je vous regarde juste une petite sensation de ce côté-là. Hop. Juste pour vous montrer en fait que la matière, ce fameux plasma, eh bien ici on a un filament qu'on ne voit pas très bien, mais il y a un filament. Eh bien la matière en fait, elle évolue dans le flux magnétique comme elle veut. Voilà, et ça fait ce nécessaire. Donc si on devait résumer tout ça, on a trois phénomènes. Le premier phénomène qui parle d'une région active, on a un flash, donc on a le flair qui se produit. Et en plus, par l'arrière, on a ici le cortège de particules, extraction de particules de petits protons, et puis derrière ici, la bulle magnétique, la CME. Et tout ça va arriver
à s'interconnecter avec la Terre, mais par chance, notre Terre est protégée par ce gros bouclier qui est la magnétosphère. Et heureusement qu'elle est là, parce que sans ça, effectivement, on s'en prendrait plein la tête. Pas de magnétosphère, il n'y a pas de vie sur Terre. Voilà. Alors la Terre, parlons-en de notre Terre. Chose intéressante, c'est qu'en fait, toutes les relations qu'il va y avoir, elles se produisent au niveau de l'atmosphère. Donc on indique l'atmosphère thermique, nous, ce qui va nous surtout intéresser, cette partie-là, la partie thermosphère et exosphère, tout simplement parce qu'en fait, la température de ce milieu-là va changer en fonction de l'activité solaire. Plus le soleil va être à son maximum, plus la température va augmenter. Et ce n'est pas anodin, puisqu'en fait, ici, on est aux alentours des 200 km, et on sait qu'à 200 km au-dessus, on est dans l'espace. Donc là, on a des satellites. Deuxième partie, on a aussi une atmosphère dans l'atmosphère qu'on appelle l'ionosphère. Est-ce que parmi vous, il y a des gens qui font de la communication? Les radioamateurs? Non? Les radioamateurs connaissent très bien l'ionosphère, puisqu'on va utiliser cette atmosphère-là pour propager les ondes, et donc on a la possibilité de pouvoir discuter du puits Tourtour à Singapour en utilisant justement la propagation ionosphérique. Et cette ionosphère, en fait, c'est du plasma. Voilà, un milieu ambiant, c'est particulier, composé de 3 couches, la D, E et F. La nuit, il n'y a que la E et la F, et le jour, comme le soleil est beaucoup plus actif, on a la D qui apparaît. Et ces différentes couches sont extrêmement sensibles aux rayonnements X-ray, UV, qui sont issus des flares. C'est pour ça que tout à l'heure je vous disais, plus le flare est important, vu qu'il est visible en X-ray et en UV, plus il va y avoir de la radiation. Et donc il va y avoir des modifications qui peuvent être apportées au niveau de l'ionosphère, et donc des perturbations. Comme on l'a vu tout à l'heure, notre Terre est protégée par son bouclier, qui est la magnétosphère. Un champ magnétique très fort, et qui va justement nous protéger de l'agression des particules du vent solaire. Donc on peut le voir, la face avant est comprimée, et puis la face arrière, elle est soufflée. C'est ni plus ni moins le vent solaire qui va comprimer devant, et puis le champ magnétique, lui, il va se battre pour garder une certaine équilibre, et puis derrière, ça souffle. Le problème, c'est que notre magnétosphère, elle est poreuse, et en plus de ça, il y a 2 endroits qui sont très sensibles, c'est ici, ce qu'on appelle les cornets polaires, où là, il y a des particules qui peuvent pénétrer. Et lorsque ces particules peuvent pénétrer là-dedans, elles vont tomber au niveau de l'ionosphère polaire. Et là, on a des belles ionisations qui se créent. Et dans certains cas, on a des aurores boréales. Mais on en reparlera après. Plus bas, autour de notre magnétosphère, on a les zones de radiation. Les zones de radiation, c'est quoi? C'est ni plus ni moins, c'est en fait que la présence ici de particules d'électrons et de protons. Donc on a un champ magnétique sur la Terre, en fait. Tout le monde le sait qu'il y a un champ magnétique. La seule différence, c'est qu'en fait, le champ magnétique, il n'est pas axé avec la rotation terrestre. Il est désaxé de 11 km. Mais en plus, il est décentré. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas le même centre. Il est décalé de 450 km par rapport au centre de la Terre. Ce qui veut dire qu'il y a une partie du globe, en fait, qui va être beaucoup plus touchée par les zones de radiation que l'autre. Et cette zone-là, on le retrouve ici, c'est ce qu'on appelle la SA, l'anomalie sud-atlantique. Et c'est très important de le savoir, puisque si vous prenez une boussole, que vous mettez ici, il sera parfois, à certains endroits, très compliqué d'avoir le nord. C'est-à-dire que vous avez ici, vous mettez votre boussole, ça va vous indiquer 90 degrés, comme 210. C'est pas tout à fait la bonne direction. Tout simplement parce qu'ici, il y a le champ magnétique qui est très proche, et en plus, on a de la radiation qui est très proche. Alors, ce n'est pas dérangeant pour nous, humains, hein. En revanche, on verra plus tard que ça peut être dérangeant pour les satellites. Alors justement, les interactions, on va les voir maintenant, parce que le Soleil et la Terre, ils vivent ensemble. Il y a beaucoup de madame, oui, c'est pas grave, je tente le coup. Le Soleil et la Terre, c'est un couple, homme-femme, normal. Le Soleil, c'est la femme, l'homme, c'est la Terre.
Lorsque la femme fait des caprices, l'homme subit. C'est exactement ce qui se produit, en fait, au niveau de la Terre. Voilà, je suis désolé. Mais non, on aura toujours dernier mot pour ce qu'on dira toujours, oui chérie, t'as raison. Donc, non, mais c'est juste pour dire qu'effectivement, il y a des relations qui sont très fortes entre les deux. Donc, on parle de la Terre parce qu'on est dessus, mais c'est exactement la même chose avec d'autres planètes. Et donc, première chose qu'on constate, c'est qu'en fait, le vent, il y a un vent qui souffle. Voilà, le Soleil souffle quelque chose. En permanence, il y a de la matière qui s'en va. Il souffle tout le temps. Et il souffle de la particule, en fait, qu'on appelle le vent solaire. Ce sont des particules d'électrons et de protons qui vont en sortir et qui ne sont pas soumises en fait, à la gravité, qui n'est pas maintenue par la gravité. La température il est entre 5000 et 1 million de Kelvin. Et il existe deux types de vent. Un vent lent, qui est aux alentours de 450 km par seconde. On parle bien par seconde et pas par heure. Hein. Enfin, c'est rapide. Et un vent rapide, aux alentours des 800 km/s. Et ça, on commence à voir apparaître parce que justement, il y a des endroits, à la surface du Soleil, où le champ magnétique est ouvert dans le milieu interplanétaire. Et comme il est ouvert, en fait, eh bien la matière peut s'expulser sans problème. Il n'est pas maintenu par le champ magnétique. Et ces champs magnétiques ouverts dans le milieu interplanétaire, c'est ce qu'on appelle en fait des trous couronnes. Qu'on peut observer lorsque on regarde les images des SDO, par exemple, au niveau coronal. Ici, on a effectivement de grosses taches noires. Bon, là, ça fait un soleil qui fait la tête. Il n'était pas content. Là. Il y a un gros pif, il n'est pas content. Mais ici, effectivement, on a un sens unipolaire, donc la matière s'expulse à de grandes vitesses. Ici, on est aux alentours des 800 km/s, et ici, on est aux alentours des 450 km/s. Ce qui veut dire qu'en fait, on a à un moment donné le vent lent qui va rattraper le vent rapide. Le vent rapide qui va rattraper le vent lent, pardon, excusez-moi, c'est l'inverse. Et de manière, en fait, radiale. Et la particularité, c'est qu'en plus de ça, et d'avoir un vent qui souffle, bien, notre Soleil a son propre champ magnétique qui doit s'expulser et qui part de milieu interplanétaire. Et ce champ magnétique, en fait, il tourne autour du Soleil. Notre Soleil tourne sur lui-même, comme la Terre. Voilà. Et il va expulser son champ magnétique de manière spiralique. On peut le concevoir, par exemple, on est en train d'arroser notre jardin, on a notre jet, si on ne bouge pas, hop, l'eau va aller tout droit. On est bien d'accord. À partir du moment où je vais commencer à faire un mouvement de rotation, si on regarde bien, l'eau va tourner de manière spiralique. C'est exactement la même chose qui va se produire sur le Soleil. Et le déplacement vers l'extérieur sera fait par le vent solaire. Donc le vent solaire va le pousser vers l'extérieur, et en fonction de sa vitesse, eh bien, il va créer des formes très bizarres, mais ça va tourner, et à ce moment-là, ce champ magnétique, à un moment donné, va s'interconnecter avec la Terre. Le champ magnétique en question, on appelle ça l'Interplanetary Magnetic Field, ou IMF, champ magnétique interplanétaire. C'est Eugene Parker, en fait, qui l'a découvert le siècle dernier, justement, parce que c'est lui qui a démontré que le vent soufflait de la matière. Donc ça part de manière radiale, et ça pousse justement notre champ magnétique vers l'extérieur. Il y a comme en plus de ça, notre Soleil, il n'est pas assez droit, parce qu'il est incliné de 5 degrés à peu près, eh bien, il y a des ondulations qui apparaissent, ce qu'on appelle les jupes de Wallreen, et donc en fait, on a des variations qui se propagent comme ça, de milieu interplanétaire, avec des ondulations, avec le vent solaire qui pousse en permanence. Jusque-là, pas de souci. Lorsqu'on a un flair qui se produit, on a un grand rayonnement. Ce grand rayonnement, en fait, il faut bien s'imaginer que le Soleil, lui, il rayonne dans toute longueur d'onde, en permanence. Et la Terre, notre atmosphère, nous protège en filtrant une certaine gamme d'ondes. Principalement, ça nous protège une partie des X-rays, des UV, une partie des infrarouges. Et laisse passer la totalité du visible. Et on peut aussi observer une petite fenêtre en infrarouge et dans la radio. Tout le reste est filtré complètement. Et heureusement. Cela étant, ces X-rays et ces UV ont tendance à venir chatouiller notre ionosphère. Et donc on peut le voir ici, comme l'événement qui se produit ici, le 14 juillet 2000, avec un grand X-ray. Donc lorsqu'on a ce grand phénomène-là, c'est celui-là en fait. Donc le phénomène se produit face à nous, on se réimprime pas. Ce rayonnement, en fait, il va avoir une forte interaction sur l'atmosphère neutre et sur l'ionosphère. L'atmosphère neutre, c'est en fait l'atmosphère qui est au-dessus, ce que vous voyez tout à l'heure, de la thermosphère et de l'exosphère. Et ça va venir réchauffer le gaz. Quand on réchauffe un gaz, qu'est-ce qui se produit? Il se dilate.
Gardez-le en tête, ce sera utile pour tout à l'heure. Les SEP, donc nos particules qui partent à haute vitesse, en fait, eh bien, vont se déplacer le long des lignes champ magnétiques. Hop là. Et une fois que ces grosses particules accélérées vont arriver sur Terre, c'est un petit peu ce qu'on a ici au niveau de l'image. Ici, on a notre ionosphère, ok, pas de souci. Et lorsque ces particules vont venir, hop là, passer par le pôle, à ce moment-là, ils vont ioniser le milieu ambiant, et en plus d'avoir des belles aurores boréales, on va rencontrer des soucis. C'est une des méthodes pour avoir des aurores boréales, mais pas que celle-là. L'autre lien, c'est justement le lien très proche qu'il y a entre le champ magnétique solaire, IMF, et la magnétosphère. Et tout ça, ça va dépendre de la polarité et de la vitesse. La polarité. Quand on imagine ce champ magnétique, en fait, on a trois axes. Ce qu'on appelle le BX, le BY et le BZ. Pour ceux qui aiment la physique et la mathématique, on prend les trois doigts. L'index, le X, c'est la distance entre le Soleil et la Terre. Pas de conséquence. Le BY, c'est le côté horizontal. Ce qui nous intéresse, nous, c'est le BZ. Le BZ peut être positif, il peut être négatif. Sur Terre, le BZ, il est positif. Il va vers le haut. Il ne bouge pas. Mais si le BZ est inversé, rappelez-vous ce qui se passe, il y a ce qu'on appelle la reconnaissance magnétique. Et à ce moment-là, il y a aussi une importance par rapport au vent solaire. Ici, on a une animation du vent solaire qui va agir sur la magnétosphère. Plus c'est rouge, plus c'est violent. Et on va se rendre compte que derrière, notre magnétosphère est déchirée. Oh, pardon. Ah, il faudrait que je fasse un petit raval. Et on voit ensuite, on donne ici, ça se casse, et la magnétosphère est déchirée. C'est juste pour vous montrer un petit peu les événements extrêmes qu'il peut y avoir. Mais rassurez-vous, sur Terre, nous, voilà, le pain chez les vaches, on ne craint rien. Ça s'est encore produit, ça. Ça se produit. Ça s'est produit. Ça se produit tout le temps d'ailleurs. Mais on ne s'en rend pas compte. On le sait parce que justement, on a des perturbations magnétiques. Et donc, cette relation, qui est issue des orages, des grosses activités solaires, vont produire ce qu'on appelle des orages et des sous-orages, et qui seront responsables des aurores polaires. Donc, il y a deux terminologies. Tout le monde entend parler des orages géomagnétiques. Tout le monde parle de ça. Dans la réalité, ce qu'on connaît, ce sont les sous-orages. Les sous-orages, c'est principalement ce qui se produit au niveau des pôles. Voilà, quand on part dans les pays nordiques, pour observer les aurores boréales, on observe des sous-orages géomagnétiques. On parle d'orages géomagnétiques à partir du moment où on commence à voir les aurores boréales apparaître ici. On a tour, et là on a l'une qui arrive. Là, on est avec un orage géomagnétique. Tout simplement parce que le sous-orage, c'est une impulsion, une déformation, et on a des aurores boréales. Des orages géomagnétiques, c'est une succession de sous-orages qui vont créer en fait un déplacement de l'aurore boréale qui va descendre en basse altitude. Et c'est là qu'on les voit apparaître. Donc pour mieux comprendre, un schéma rapide. Ici on a l'IMF avec un BZ qui est positif, donc il va dans le même sens que la Terre. Donc plus c'est plus, on a dit, ça se repousse, pas de souci. Hop, donc ça déforme, pas de problème. Mais en fonction de la vitesse du vent solaire, cette partie-là peut venir s'interconnecter avec une partie ici, l'opposé. Donc à ce moment-là, ici, on a un déclenchement d'interconnexion et de la matière qui peuvent s'infiltrer au niveau des pôles. Là, on a des petits sous-orages. Petits, pas grand-chose. Les plus virulents, c'est l'inverse. On a le négatif, donc on est à l'opposé. Ici, reconnexion magnétique, on déchire la magnétosphère, on va faire, c'est plus sympa, et on fait entrer les particules, phase directe. Donc là, entrée très rapide, très violente, et là on a des chutes, et on peut commencer à voir apparaître des aurores boréales, de manière directe. Et ce qui se passe en règle générale, c'est toujours là la majorité des aurores, c'est qu'en fait, notre champ magnétique est tellement poussé par le vent solaire qu'il va venir s'interconnecter avec la queue magnétosphérique à l'arrière, ici, et toute la matière qui est ici va remonter et va passer ensuite, hop là, au niveau des pôles. Et là, on a des aurores boréales. Et on a ce phénomène-là qui apparaît au mont du Lyonnais en octobre.
Voilà, ça, c'est un exemple très sympathique, hein. Mais des phénomènes violents comme ça, il y en a eu souvent. Hein. Là, c'est vrai qu'on a eu ce chance-là en France d'en voir, mais ça, on partait au Mexico ou à Athènes, on le voyait aussi. Pour dire le phénomène intense. Donc tout ça pour dire qu'en fait, il y a des impacts opérationnels. C'est ça qui va nous intéresser maintenant, comprendre en fait quelle est la relation et l'intérêt et l'importance de comprendre la météorologie de l'espace et ce que ça peut apporter sur Terre. Qui est intéressé? Qui est impacté? Les premiers, ce sont les sites embarqués, les satellites. Ensuite, on a tout ce qui est moyen de communication et de navigation. Nos Thomas Pesquet ou nos pilotes. On a des pilotes parmi vous? Est-ce qu'on a des pilotes? Non? Bon, si on avait des pilotes de ligne qui faisaient transpolaire, ils se sentiraient concernés. Hop là. Les infrastructures sol, donc les réseaux électriques, on verra, la partie climat et aussi la partie animaux migrateurs. Comme ça, on n'en parle pas souvent, mais il faut le savoir. Il y a beaucoup de choses qui se produisent chez eux, malheureusement. Donc, le tout premier, effectivement, les systèmes embarqués. Tout à l'heure, je vous parlais d'une chose, l'atmosphère qui chauffe. L'atmosphère qui chauffe, il est lié justement, entre autres, avec les flares qui vont chauffer le milieu ambiant ou les perturbations géomagnétiques qui vont gonfler en fait l'atmosphère, que ça va chauffer, et en gonflant, le satellite, qu'est-ce qu'il fait? Il va être freiné. Et quand il est freiné, le satellite, il a tendance à descendre. Alors, pour tout ce qui est débris spatiaux, très bien. L'atmosphère, on dira dire que ça fera le reste, il va tout chanter. En revanche, pour un satellite actif, eh bien, l'opérateur sera obligé de le remettre à poste. Et le remettre à poste, ça coûte très cher. Donc la durée de vie d'un satellite ne dépend pas de sa technologie, mais de l'apport de son carburant. C'est pour ça que c'est assez compliqué en plus de s'éviter les uns les autres. Il faut aussi remonter le satellite par rapport à ça. L'ISS est souvent remis à poste, à savoir. Ensuite, on a les effets de particules. Mais les particules, les protons et les électrons qui vont devenir agressifs, qui vont venir taper en fait dans la machine. Quoi. Et donc ça va être des perturbations sur les systèmes de mesure, des problèmes au niveau informatique, jusqu'à la casse. Des protons virulents, très violents, très énergétiques, peuvent casser le matériel. Donc on a des composants qui peuvent sonder. Et donc ça peut créer effectivement des perturbations sur l'opération spatiale, civile et militaire. À savoir que de plus en plus maintenant, le militaire prend de la place dans le spatial. Autre problématique, les effets de météoroïdes et débris spatiaux. Je ne parlerai pas trop des débris spatiaux, j'en parlerai dans la seconde conférence. Les météoroïdes, j'emploie bien ce terme-là, et non pas météorite. Il y a 3 terminologies, météoroïde, météore et théorite. Météoroïde, c'est le caillou qui vient de l'espace. Lorsque le caillou qui vient de l'espace rentre dans l'atmosphère et commence à flamber, on a une belle zone filante, c'est un météore. Et le petit caillou qui va rester, qui va finir au sol, c'est la météorite. Nous, ce qui nous intéresse, les météoroïdes. Vous avez dit 3? Oui, 3. Météoroïdes, les météores et les météorites. Ça fait 3. Ok, alors ce qui fait les étoiles filantes, c'est les météorites. C'est le météoroïde qui rentre dans l'atmosphère et qui flambe. Ça, c'est ce qu'on appelle le météore. Ça fait de la lumière, en fait, l'étoile filante qu'on voit apparaître, en fait. C'est le caillou. Au départ, vous dites météorite et après météore. Oui, le météore, c'est la lumière. En fait, tout phénomène lumineux dans l'atmosphère, même un éclair d'orage, en fait, sur la définition exacte, est un météore. Voilà, comme les nuages. Ok. Donc, ces météoroïdes-là, lorsque ça vient taper, c'est entre 20 km par seconde et sur 12 km par seconde. Donc, autant dire que dans certains cas, certains satellites, on a ici des impacts qui apparaissent là. Chaque point jaune là, ce sont des impacts de cailloux. Et puis ensuite, on a les débris spatiaux, je vous parle vite fait, hein, c'est des vitesses très élevées, où on est entre 7 et 20 km/s. Donc je passe, juste pour indiquer un débris spatial, en dessous de 0,01 c'est de l'érosion, à partir de 1 cm c'est de la perforation. 1 cm à 10 km/s, Thomas Pesquet est pour perdu. Voilà. Voilà un petit peu quelques exemples. Les débris spatiaux, ici c'est Hanover, l'ancienne navette spatiale, perforée. Et là on a des impacts sur les vitres, sur les panneaux solaires. Autre problématique,
Système embarqué pour les avions. Les avions qui font une transpolaire, on a vu qu'ils passent au-dessus des coordonnées polaires. On a des perturbations qui peuvent se produire par l'injection justement des particules. Et donc ça peut créer des problèmes au niveau informatique. Je vous rassure, on peut prendre l'avion de toute sécurité. L'avion volera quand même. Le personnel navigant ainsi que les passagers peuvent être pris par certaines doses, mais ce n'est pas létal. On peut prendre l'avion en toute sécurité, sachez-le. C'est pas létal. Autre perturbation qu'on va rencontrer, c'est notamment tout ce qui va être moyen de communication. L'ionosphère étant perturbé par l'agression des différents rayonnements, va déformer le milieu, ce qui fait qu'il sera difficile parfois de pouvoir communiquer avec les satellites. La même chose se trouve aussi avec les avions, parce qu'on a fait de la HF au niveau du sol, on pourra c'est le même problème. Autre perturbation, les GNSS. J'emploie GNSS, puisque GNSS, c'est le Global Navigation System, Satellite. On ne parle pas de GPS. GPS, c'est une marque déposée. Donc GNSS, c'est l'ensemble des satellites utilisés pour faire la navigation par satellite. À quoi sert le GPS de base? Se diriger. Se diriger, À se repérer Sa sur la position. Pour se positionner. à se positionner, se diriger. À distance. Ouais. Mais surtout, la mission principale du GPS, c'est le transport du temps. S'il n'y a pas de temps, il n'y a pas de déplacement. C'est la première chose. Et ensuite, quand on a le temps, on fait le déplacement, enfin le positionnement et le déplacement. Ça, c'est la mission principale, le transport du temps. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, la majorité des serveurs sur Terre sont tous synchronisés par GPS. S'il n'y a plus de GPS, il n'y a plus de synchro. S'il n'y a plus de synchro, je vous laisse imaginer les dégâts qu'il peut y avoir au niveau des banques. L'OCDE, l'organisme, je ne sais plus ce que c'est, enfin, qui s'occupait de la partie commerce, avait fait une estimation. Il avait dit qu'à la Bourse de Paris, une heure d'arrêt des serveurs, c'est plus de 150 milliards d'euros qui disparaissent. Voilà. Donc un jour, vous arrivez avec votre petite carte, vous mettez votre petite carte pour mettre des sous de votre banque, hein, normal. Et bien, il y a une désynchro, l'argent, au lieu d'aller sur votre compte, il est sur le mien. Voilà. Mais bon, je vous le rendrai, c'est promis. Et puis après, effectivement, il y a des perturbations au niveau de localisation. Donc à ce moment-là, on peut avoir des déphasages, donc des endroits de satellites qui ne sont pas au bon endroit. Et puis donc, on se retrouver, mais c'est pas. Non, bizarre. Je suis là, mais mon midi là. Donc quand on est avec une voiture, c'est pas grave, mais quand on fait du professionnel, ça peut être embêtant. Les tracteurs sont suivis par GPS. L'armée utilise beaucoup les GPS pour le guidage et des armements. Vous voyez, c'est un petit peu assez compliqué. Et puis ensuite, on a aussi des perturbations au niveau des radars, où le soleil peut produire des perturbations, où on peut perdre les signaux des avions. C'est déjà arrivé. Lorsqu'on a eu les événements de l'année dernière avec les aurores boréales, dans certains pays scandinaves, ils ont dû arrêter le contrôle aérien parce qu'ils ne voyaient plus leurs avions. Au niveau de l'humain, les spationautes peuvent être soumis à de grosses particules. Ces particules, c'est pas très sympa. Si c'est pas bien protégé, une forte exposition, c'est la maladie assurée, donc ça peut les toucher directement les ADN. Donc en règle générale, on évite de mettre le spationaute quand on sait qu'il y a des risques. Encore une fois, on n'a aucun qui sont décédés par rapport à ça, mais il faut le savoir, ça peut arriver. Et ensuite, l'autre problème, c'est sur Terre, avec le courant électrique principalement. Est-ce que vous connaissez cette carte-là? L'espace nord-américain. On est effectivement aux États-Unis, ici on a la Floride, et ici il y a un grand. C'est pas les États-Unis, hein. C'est le Québec. Québec 89. Un cacao monumental. Voilà. Ah oui. Ah oui. Mars 89 au Québec. En plus. Ils ont vu la Voie lactée ce jour-là. Ouais. Quand on imagine le Québec par rapport à la France, voilà, la France c'est un pays qui est pas mal en superficie, mais le Québec c'est 4 fois plus. Et là, pendant 12 heures, plus de courant électrique. En plus, au mois de mars, au Québec, il fait pas froid du tout. Donc c'est nickel. Donc plus rien. Donc je vous laisse imaginer plus de courant électrique. Tout ce qui se produit quand il n'y a plus d'électricité. Et donc ça, malheureusement, ça peut arriver, moins maintenant parce qu'ils y font hyper attention, tout simplement parce que les infrastructures de production d'électricité dans ces pays-là, ce sont des infrastructures qui sont sur des grandes lignées. Aux États-Unis, on a des grandes lignées de câbles électriques de haute tension. On a la même chose en Écosse, on a la même chose en Allemagne. En France, on ne l'a pas.
Parce que la majorité des productions qu'on a, c'est de l'énergie nucléaire. Donc c'est régionalisé, donc il y a très peu de chances que ça puisse nous arriver. Le risque zéro n'existe pas. Attention, je ne dis pas que ça ne peut pas nous arriver, il y a peu de chances, mais on ne sait jamais. Et donc, lorsqu'on a ce qu'on appelle des courants induits, c'est-à-dire que les particules qui vont s'entortiller en fait, sur les fils, plus il y a de longueur, mieux c'est, et plus c'est puissant, et lorsque ça arrive au niveau transformateur, ça casse. Quand il n'y a plus de transformateur, il n'y a plus d'électricité, et un transformateur, ça ne se change pas comme ça du jour au lendemain. Autre problème qu'on peut rencontrer, c'est les moyens de forage. Ça se fait de manière magnétique. Donc si on a une perturbation magnétique, au lieu d'aller taper là où il y a du pétrole, on va aller taper à côté. Dommage. Quand on voit le coût que ça coûte, le prix que ça coûte, je veux dire, c'est énorme. Et on peut aussi avoir la même chose au niveau des réseaux ferroviaires, principalement des pays scandinaves. C'est la même chose qu'on a au niveau, au niveau des courants électriques, mais au niveau des rails. Le rail est quand même conducteur. Donc les particules peuvent arriver jusqu'au sol. Vont se mettre directement dans les rails, on a du courant induit qui va aller taper les motrices, donc ça peut arriver à bloquer les trains. C'est ce qui s'est passé en 2000, où en Suède, en fait, il y a un train qui a été arrêté, ou alors ça peut directement arrêter ou changer les feux. Et ça, malheureusement, ça s'est produit. 2 trains se sont retrouvés face à face, parce que les 2 étaient ouverts. Malheureusement, bon, par chance, c'était de la marchandise, et malheureusement, les 2 conducteurs, ils sont passés. Donc, du coup, maintenant, il faut y faire gaffe. Quand ils ont des belles aurores boréales, ils y pensent. Autre problématique, sur Terre, maintenant, on va encore à la surface, avec des risques possibles d'érosion et de fuite au niveau des pipelines. Les gazoducs, oléoducs, en fait, et quand on voit ici de ce que ça vient, c'est des rives aussi, on est bien sur les zones proches des pôles, en fait. Et donc, les particules qui peuvent se mettre dessus, ça se glisse dessus, ça peut faire de l'érosion, et en faisant de l'érosion, ça peut fragiliser les tuyaux et les percer. Donc, en ce moment, on peut avoir des fuites. Et ces mêmes perturbations, on peut aussi les retrouver au niveau des communications sous-marines. On communique aussi par des câbles sous l'eau, les intercontinentaux. À l'époque, on utilisait du cuivre. Alors, le cuivre pour communiquer, déjà, c'est pas l'idéal, mais en plus, le cuivre, c'est quand même assez porteur. On est bien d'accord. Donc, du coup, plus de cuivre, on met de la fibre optique. Fibre optique, performant, protégé, nickel. Problème de la fibre optique, c'est qu'il a besoin de répéteurs. Et le répéteur, lui, est alimenté par des courants électriques. Et ça n'empêche pas qu'ici, eh bien, ces répéteurs sont touchés par justement les courants induits. Donc on peut se retrouver à avoir des câbles ici qui ne marchent plus parce que les répéteurs sont bloqués. Alors, pas embêtant. Le climat. Alors là, c'est pareil, c'est du moitié-moitié. Le soleil qui est responsable du réchauffement climatique. Certains diront oui, d'autres diront dire non. Un constat est sûr, par ce graphe-là, la courbe jaune, là, c'est l'activité solaire. On s'aperçoit en fait que dans la réalité, lorsque le cycle solaire est au plus haut, il y a une hausse de température équivalente à 0,1 à 0,2 par cycle, à l'échelle planétaire. Et que lorsque le cycle retombe, la température retombe. Or, là, qu'est-ce qu'on constate? La température continue à monter. Donc là, par contre, c'est pareil, c'est du moitié-moitié, je ne rentrerai pas plus de détails. J'ai eu malheureusement l'occasion de voir 2 scientifiques se prendre la tête par rapport à ça. C'est assez sport, quand même. Assez sport. Et enfin, pour terminer, nos amis migrateurs, on n'en parle pas assez, mais nos amis migrateurs sont aussi sensibles à ça. Oiseaux migrateurs, que ce soit ou c'est la partie mammifères marins, se guident avec la ligne de champ magnétique terrestre. C'est ça qui leur permet de pouvoir voyager. Et lorsqu'on a des perturbations du champ magnétique terrestre, eh bien, ils sont complètement désorientés. Moi, j'ai toujours mon exemple que j'ai vu lorsque j'étais à Drakenbrunn, c'était ma première mutation que j'étais militaire, en Alsace, où les cigognes, au lieu de partir de l'Alsace vers l'Algérie, ont fait un petit détour vers la Pologne. C'est vrai que la Pologne peut se réchauffer, c'est l'idéal. Donc, après tout revenu dans l'ordre, elles sont bel et bien reparties vers l'Algérie. Et après recherche, ils se sont rendus compte qu'effectivement, l'activité magnétique avait été perturbée, donc du coup, nos amis migrateurs étaient perturbés. Et ce phénomène-là, on le retrouve de plus en plus. De plus en plus, maintenant, il y a des études avec les mammifères marins.
On a des bancs dauphins qui sont désorientés. On a aussi des baleines ou des orques. On va retrouver des fjords norvégiens, alors qu'ils n'ont rien à faire là-bas. Et à force d'études, ils se sont rendus compte qu'effectivement, il y a eu une forte activité magnétique qui pouvait désorienter, mais malheureusement, de plus en plus, un réchauffement climatique qui est de plus en plus fort et qui désoriente complètement l'activité de nos animaux. On a un réchauffement climatique au niveau de la température de l'air, mais aussi des mers. Et ça, malheureusement, si on n'y fait pas gaffe, on va tout avoir qui va tout fait de travers. Avant de finaliser, juste pour dire qu'en fait, la météorologie et l'espace, comme on a pu le voir, c'est une science qui étudie le Soleil, et l'intérêt justement, c'est de comprendre ce qui se passe pour ensuite le déterminer et faire de la prévision opérationnelle. J'ai eu l'occasion justement de pouvoir mettre en place un service auprès de la Défense, qui s'appelle les FEDOR à l'époque, qui permettait de faire de la prévision et d'alerte en matière de météorologie de l'espace au profit de la Défense. Et ça ne marche uniquement que s'il y a des scientifiques. Pas de science, on ne peut pas faire de l'opérationnel. Et c'est l'avantage justement que j'ai eu, lorsque j'étais à ce moment-là militaire, de pouvoir rencontrer ces deux personnes pour mettre ça en place. Et le service de météorologie de l'espace opérationnel, dans le monde, il n'existe pas beaucoup. Ça peut se compter sur le nombre de 5. Des centres scientifiques, il y en a plein. Mais de l'opérationnel comme on fait là, il n'y en a que 5. Et donc la France fait partie. Pour finir, le petit proverbe qui va bien. L'ardeur du soleil fait mieux apprécier d'être de l'ombre. Bon, là en ce moment en plus on le vit, parce que c'est vrai que ça a connu pas mal. Juste pour dire que le soleil, encore une fois, c'est pas notre ennemi, bien au contraire, mais il faut savoir le comprendre et justement bien analyser ses comportements pour se prémunir des interactions qu'il peut avoir sur Terre et des technologies. Savoir qu'en fait, lui, quand il va tousser, il va falloir se protéger. Donc pour cela, il faut étudier, comprendre et ensuite analyser pour mieux se protéger. J'en ai terminé. Je vais vous réveiller brusquement. On va réviser.